tout de suite céder la parole à Kim, parce que c'est Kim qui va commencer. Oui, c'est ça, c'est pas grave. Pas de problème. Je vais partager mon écran. Donc, voilà. Super. Bon mercredi tout le monde. C'est ça, dans le fond, aujourd'hui, là, moi et Ryan, on va vous présenter un peu les différentes étapes là, du projet sur le M apprentissage. 45 minutes, c'est rapide. Donc, pour résumer 2 ans de travail et plusieurs heures, ça va être rock'n'roll, mais c'est pas grave, je parle vite, puis Ryan aussi. On va essayer le plus proactif possible. Donc, Pratique FAD, en fait, existe là, depuis 5 ou 6 ans, 6 ans, je pense. Puis c'est grâce à l'appui, évidemment, des subventions que on reçoit de la part du RCCFC, Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada. Donc, c'est important de le spécifier. C'est grâce à eux qu'on existe. On a fait 3 premières années où on a développé une formation sur comment bien commencer en formation à distance, qui a pris beaucoup de popularité dans les derniers mois, qui est revenu sur la map. Puis suite à ça, en est venu d'autres sujets. Donc aujourd'hui, on va définir avec vous qu'est-ce que le M apprentissage, parce que c'est un terme dans le fond qui a été choisi de la part du collectif de Pratique FAD. On va expliquer les étapes d'analyse du projet, puis rapidement vous présenter nos conclusions à nous. On va présenter aussi les enjeux reliés au M apprentissage en éducation, les enjeux techniques qu'on a rencontrés. Donc, tu sais, pour nous, l'objectif aussi dans nos projets, c'est d'expérimenter des choses pour ensuite en faire partager cette expérience-là au réseau. Donc, c'est pour ça que Ryan va vous présenter, entre autres, les enjeux techniques, tous les questionnements qu'on a été obligés de se poser, les différentes étapes de production. On en est venu à pouvoir présenter un prototype. Puis, évidemment, s'il y a des questions, on sera là pour y répondre. Donc, ça, c'est le plan de la présentation. Je vais passer rapidement. Donc, le projet en bref. Ça, c'est l'équipe. Alors, l'équipe, là, c'est 4 établissements d'enseignement. Donc, on a le CCNB au Nouveau-Brunswick, on a Cégep à distance, Cégep de la Gaspésie-des-Îles, Cégep de Trois-Rivières, Collège éducatif-centre en Colombie-Britannique. Donc, si on commence par la gauche, on a Ryan qui est avec nous aujourd'hui, qui est au Cégep à distance. On a Daniel Labillois, qui est conseiller pédagogique en FAD au Cégep de la Gaspésie. On a Julien, conseiller en technopédagogie et communication au Collège Éducation-Centre à Vancouver. Isabelle Thibault aussi du Collège Éducation-Centre qui est directrice des études. On a moi. On a à Trois-Rivières mon collègue Éric Michel qui est conseiller pédagogique et aussi par la bande graphiste. Et on a Lise du CCNB du campus de Dieppe qui est technopédagogue. Donc, tout ceci ne se fait pas tout seul, comme vous pouvez voir. Donc, c'est 3 provinces différentes, 4 établissements, puis un bailleur de fonds, qui est environ 50% du budget de chacun de nos projets. Le reste est supporté là, par, que ce soit par la mise en disponibilité de ces ressources-là ou certains aussi outils technologiques que l'on met aussi à disposition du projet. Une belle gang qui travaille dans le fond toujours dans un modèle de gouvernance collaborative. Donc, tous, on croit à ce modèle-là énormément. En fait, c'est qu'il n'y a personne d'entre nous qui est le patron. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a le chapeau là, au niveau de la charge de projet pour toutes les redditions de comptes, etc. Depuis 2 ans, c'est moi. Avant, c'était Cégep à distance. Donc, mais personne n'est le patron. Tout le monde fait preuve aussi d'un grand respect. On est tous sur le même pied d'égalité. On est très complémentaires l'un à l'autre. Notre expertise est très complémentaire. Nos personnalités aussi, je vous dirais. Mais vraiment, là, c'est un beau casse-tête qui s'emboîte super bien. Puis on se dit toujours qu'à plusieurs, on arrive à beaucoup plus qu'on le ferait si on était seul. Donc, tout ce que Pratique FAD développe depuis toujours, on n'y serait jamais arrivé si on était seul, chacun tout seul de notre côté. Donc, lors des premières étapes du projet, c'est ça, on avait vraiment axé sur l'accompagnement de l'enseignement à distance, la formation à distance, donc comment accompagner les CP, les enseignants, etc. Puis, quand on a mis en ligne notre module de formation Comment bien débuter en FAD, nous, on voulait poursuivre, évidemment, parce qu'on s'était trouvé une belle gang qui travaillait bien ensemble, donc on voulait continuer, puis on sentait qu'il y avait d'autres besoins dans le réseau.
Alors, on s'est dit, ben, quel thème qu'on pourrait aborder pour la suite. Puis à ce moment-là, en fait, il y avait le gouvernement français qui faisait adopter une loi qui encadrait le cellulaire en salle de classe. On avait, en Ontario, on interdisait systématiquement le cellulaire en salle de classe. Puis ailleurs, c'était plutôt aléatoirement, c'était sur le choix de l'enseignant. C'était à géométrie variable, donc est-ce qu'ils peuvent l'utiliser, est-ce qu'ils ne peuvent pas l'utiliser. Donc, on a connu aussi les paniers à la porte de l'entrée où les étudiants doivent déposer leur cellulaire dans les paniers. Donc, c'était pas mal la géométrie variable, mais il y avait beaucoup de discussions à ce sujet-là. C'est pour ça que, dans le fond, quand on s'est posé la question à ce moment-là, ben, il n'y aurait pas lieu plutôt de tenter de les interdire, mais plutôt les utiliser pour utiliser les appareils des étudiants à des fins d'apprentissage technologique. Donc aussi, à cette époque-là, au niveau du domaine de l'e-learning en entreprise, le micro-apprentissage et le mobile apprentissage étaient très implantés. Alors, on s'est dit pourquoi on ne pourrait pas reprendre ce concept-là qui est déjà implanté au niveau là, de l'e-learning en entreprise, qu'on ne pourrait pas l'implanter dans des établissements scolaires. Donc, c'est à partir de là, en fait, qu'est venu là, toute notre... qu'on s'est dit, ben parfait, ce sera ça notre thème pour les prochaines années. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'en 2018-2019, la première phase, ben, on a dû s'approprier le sujet et aussi analyser les besoins dans le réseau. Donc, pour s'approprier le sujet, parce qu'il faut s'entendre que nous, autour de la table, on n'était aucunement des spécialistes du mobile et du micro-apprentissage. On était au même niveau que tout le monde, en fait, c'est qu'on avait, il y en a des CP, là, comme Ryan, moi, Daniel, on est CP. Il y avait des enseignants qui nous disaient, mon Dieu, mais qu'est-ce que je peux faire avec ces machines qui rentrent dans ma salle de classe? Donc, tu sais, on était aussi, nous, vraiment au début. Donc, il a vraiment fallu qu'on s'approprie le sujet. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a en fait embauché une technicienne en documentation dans le projet qui a eu le mandat, en fait, de recenser des documents francophones. On a limité aussi les années, évidemment. Sur 5 thèmes, en fait, qu'on avait divisés. On avait l'impact sur les appareils mobiles, l'impact sur les enseignants, l'impact sur les étudiants, tout ce qui est aussi la conception pédagogique. Donc, quand on conçoit une formation pour le mobile, on s'entend que ça doit être, on se dit que ça doit être très différent. Aussi, on voulait avoir quelques données sur l'état d'utilisation, puis l'impact que ça avait sur le système. Puis les innovations, parce qu'il y avait déjà des choses qui se faisaient. Donc, cette ressource-là a recensé plus de 200 documents. Et là, ben nous, on avait le mandat des livres. Et ensuite d'en faire des résumés pour s'approprier le sujet et en discuter et augmenter notre réflexion. Alors, on s'est partagé là, dans l'équipe, on avait peut-être, je pense, une dizaine ou une quinzaine chacun là, de documents à lire sur des thèmes, les thèmes que je vous ai nommés pour justement nous-mêmes se former à ce sujet. Puis ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé une enquête par sondage en ligne dans nos réseaux de contacts. Donc, à nous tous, là, on avait quand même un bon réseau de contacts. Je pense que, si je me souviens, on était passé aussi via le REFAD pour envoyer là, vraiment dans le réseau tous les établissements. Le collège, parce qu'on se rappelle, c'est financé par le RCCFC, donc c'est le réseau des collèges francophones du Canada pour savoir ben, qu'est-ce qu'ils en font l'utilisation présentement. Est-ce que ça a changé leur méthode de fonctionner? Est-ce que ça a augmenté leurs tâches? Est-ce qu'ils l'utilisent aussi? S'ils l'utilisent, comment ils l'utilisent? Donc, on voulait vraiment aller chercher des données à ce sujet-là. C'est sûr que ce qui en est ressorti de ça est dans le document ici que Robert va vous envoyer ensuite, là, il y a le lien vers notre site PratiqueFAD où il y a tous les résultats de cette enquête-là, parce qu'en 45 minutes, on n'aurait pas pu tous vous les présenter. Mais ce qui en est beaucoup ressorti de ça, c'est qu'il y en a qui l'utilisaient sans savoir vraiment qu'ils l'utilisaient. Puis aussi, je pense qu'à 85%, c'était sorti que oui, on veut l'utiliser, mais on veut être formé. Donc, la plupart n'étaient pas, l'utilisaient un peu aléatoirement, de façon intuitive. Ce qui ressortait aussi beaucoup, c'est que si je l'interdis, automatiquement, la gestion de l'utilisation de l'appareil va être plus compliquée que si je l'implante à des moments spécifiques dans mes cours. Donc, tout ceci là, est ressorti dans l'enquête que vous pourrez aller voir là,
les résultats à partir des liens ici. Mais ce qui était important pour nous, c'est que vraiment, il y a un besoin de formation. Les gens veulent vraiment l'utiliser, mais ils veulent pas, ils savent pas par où commencer. Ça nous a amené aussi, suite à cette phase-là, à nous-mêmes se questionner sur la définition du mobile et du micro-apprentissage. Donc, c'est pour ça ici qu'on vous amène à la base. L'apprentissage mobile, ben, en fait, c'est un concept éducatif là, qui permet un accès continu au savoir à l'aide d'appareils mobiles. Et nous, dans nos recherches aussi, on a inclus dans les appareils mobiles les téléphones intelligents, la tablette. On peut parler de liseuse, de montre intelligente, un ordinateur portatif ou un mini portable. Donc, on a inclus, là, on a ouvert, là, dans le fond, nos questionnements jusque-là. Puis, ça permet aussi l'apprentissage mobile d'apprendre où l'on veut, quand on veut. Donc, on peut être dans un autobus, une salle d'attente, en voyage, peu importe, on peut être n'importe où. Et ça peut être une méthode d'apprentissage à distance ou non. Donc, ça peut aussi être implanté dans un cours en présence en salle de classe ou en hybride ou en asynchrone ou dans toutes les formules. Pour ce qui est du micro-apprentissage, parce que là, nous, au début, on sondait sur 2 niveaux, le mobile et le micro. Bien, en fait, le micro, lui, c'est un concept pédagogique qui permet de présenter un contenu à l'aide de modules très courts. 20 secondes, pas plus que 5 minutes. Donc, c'est un contenu très, très précis, très pratico-pratique. On organise et on divise le contenu en granules le plus petit possible qu'on peut. C'est ordonné et organisé là, dans un parcours d'apprentissage précis. On dit que c'est libre choix du parcours ou non. En fait, c'est que c'est vraiment linéaire, c'est vraiment un parcours pédagogique linéaire. Advenant que quelqu'un serait rendu plus loin déjà par ses connaissances dans le parcours, il peut toujours débuter peut-être au milieu du parcours, mais dès le départ, toutes ces granules-là pédagogiques sont vraiment ordonnées de façon linéaire. C'est toujours axé sur des notions très, très précises. Donc, démontrer, exemple, en 2 minutes, les 3 premières étapes d'accueil d'un patient souffrant d'un trouble mental. Bon, j'ai écrit cet exemple-là hier soir, là, fait que soyez indulgents. Mais en 2 minutes, c'est vraiment de démontrer là, très, très rapidement l'apprenant va chercher exactement ce qu'il veut en un très court de temps, peu importe où il est. Un grain pédagogique, en fait, ben oui, c'est granulaire. C'est la plus petite unité d'un scénario pédagogique, donc jusqu'où je peux la diminuer le plus possible. Chaque grain va être autonome. Ça peut être utilisé de manière indépendante. Donc, comme je vous ai dit, c'est dans un parcours linéaire, mais je peux en prendre un seul grain aussi et arriver à aller chercher une notion qu'il me manque. Ça peut être réutilisable. Donc, un grain pourrait aussi être utilisable par d'autres enseignants dans d'autres contextes. Et c'est compilable. Donc, quand on passe à compilable, ben, je reviens au parcours linéaire. Puis là, Ryan, n'oublie pas que tu me coupes quand tu veux. Hein? On est comme ça, nous autres, dans l'équipe, il n'y a pas de problème. Donc, c'est un parcours linéaire, c'est compilable. Quand on les met tous ensemble, ça peut faire un objet pédagogique beaucoup plus complet. Donc, c'est en fait la façon, là, c'est du micro-apprentissage, c'est une méthode de conception pédagogique finalement. Et nous, ben, ce qu'on a décidé, c'est que tout ça, là, le mobile et le micro, ça ne peut pas vivre indépendamment seul. Donc, on en est venu à dire que pour nous, c'était du M-apprentissage. C'est-à-dire que l'apprentissage et le micro sont 2 concepts complémentaires qui s'intègrent parfaitement l'un en l'autre. C'est intimement lié, ça se combine pour en créer juste un seul. Donc, nous, au lieu de parler maintenant de mobile et de micro-apprentissage, on parle de M-apprentissage. On les a vraiment jumelés ensemble. On tient à dire que c'est important que ce n'est pas de la formation à distance parce que ça peut être utilisé, oui, dans une formule complètement à distance, synchrone, asynchrone, classe virtuelle, peu importe, mais ça peut aussi être implanté dans une salle de classe là, en présence. Donc, c'est le point en bas que je dis, là, ça peut s'intégrer à plusieurs formules. Les avantages du M-apprentissage, et c'est maintenant que je me mets à parler seulement de M-apprentissage, bien évidemment, ça augmente l'accès à des ressources diversifiées, ça bonifie et encourage le partage et la communication entre les pairs, ça permet un apprentissage flexible, ça responsabilise l'apprenant, ça offre du soutien à l'apprentissage collaboratif et indépendant. Ça répond à des besoins ciblés à des moments très précis. Donc, on peut facilement, si je suis en train de faire une tâche, je ne me rappelle plus comment la faire, je sors mon téléphone, je regarde, ah oui, 2 minutes, parfait, je m'en souviens, je peux le faire. Ça augmente la présence dans la distance.
pour la formule à distance et ça bonifie aussi la motivation des apprenants. Ce qui nous a amené aussi à cette phase-là, parce que je suis toujours dans la phase 1, à la construction d'une structure pédagogique. Parce que nous, PratiqueFAD, ce qu'on s'est donné comme mandat il y a plusieurs années, c'était au début, c'était toutes nos recherches, on veut développer ça, après développer des formations gratuites qu'on donne au réseau, qui sont très pratico-pratiques, qui sont très accessibles. Donc, on en est venu à construire, à faire la construction d'une structure pédagogique pour une formation qui serait offerte en mobile. Donc, on en est venu avec l'enquête qu'on avait fait, les lectures qu'on avait fait, toutes les définitions, etc., à bâtir un module de formation qui, sous 4 modules de M-apprentissage, c'est-à-dire qu'on aurait 4 ensemble qui contiendraient à chacun 5 ou 6 granules d'apprentissage qui porteraient justement sur le M-apprentissage. On en est venu aussi à se rendre compte que tous avaient besoin d'une certaine mise à niveau au niveau du mobile. Donc, c'est pour ça que le module 1, c'est vraiment un micro-module sur comprendre le M-apprentissage et ça s'adresse vraiment à tous les intervenants d'un réseau, d'un établissement d'enseignement. Parce que aussi, nos modules sont bâtis en fonction de l'apprenant cible, parce qu'on s'est rendu compte que, oui, les gestionnaires ne savent pas quoi faire avec ça. Oui, les conseillers pédagogiques, concepteurs pédagogiques ne savent pas trop comment je pourrais accompagner un enseignant qui voudrait en implanter. Et évidemment, l'enseignant, ben lui, il est au dépourvu, il veut l'utiliser, mais il ne sait pas. Donc, on s'est dit, chaque module va s'adresser à chacun de ces apprenants cibles-là, mais le module 1 va s'adresser à tous. Donc, on va amener tout le monde au même niveau pour arriver à bien le comprendre. Dans le module 2, c'est implanter le M-apprentissage. Donc, ça s'adresse beaucoup aux gestionnaires, mais tout le monde peut aussi passer à travers chaque module, on se rappelle. Le module 3, c'est concevoir du contenu pour le M-apprentissage. Donc là, on touche au concepteur pédagogique, au conseiller pédagogique ou tout autre titre qu'on peut avoir là, parce que ça change d'une province à l'autre. Le module 4, bien, maintenant, on est dans l'utilisation du M-apprentissage. Donc, je veux l'implanter dans ma classe, dans mon cours, par où je commence. Donc, on en est venu à cette structure-là. Quand on est arrivé ensuite à la phase 2, en 2019-2020, et là, je pense que c'est à ce moment, mon cher Ryan, que je te donne la parole. Merci beaucoup, Kim. En fait, c'est ça, en 2019-2020, on a voulu vraiment valider la structure pédagogique, notre compréhension des besoins des intervenants de l'éducation dans les collèges. Donc, on a procédé à la préparation des groupes de discussion dans nos 3 provinces qui font partie du projet PratiqueFAD. Et c'est ça, on a fait des focus groups pour vraiment valider notre compréhension des enjeux et les besoins de formation des enseignants et des conseillers pédagogiques. Je pense qu'on peut avancer, Kim, la diapo. Alors, c'est ça, pendant la phase 2 qui se trouve d'être cette année 2019-2020. On a vraiment invité des conseillers pédagogiques et des enseignants avec une série de questions. On a compilé les réponses de ces activités-là et ça a pas mal validé notre carte de route pour les formations. On a aussi réfléchi à la sélection des outils et des plateformes technologiques pour le projet parce qu'il y a plusieurs options possibles. Chaque option a ses avantages puis ses inconvénients. Et ça a aussi un peu influencé la décision pour comment on voulait créer un prototype par la suite. Je pense qu'on peut procéder, Kim, aux prochaines diapos. Donc, en parlant du prototype, on a constaté qu'il y avait quelques enjeux et contraintes. Mais on était tous dans une phase d'apprendre sur le potentiel des outils technologiques pour le mobile et le micro-apprentissage. Donc, on a regardé divers produits disponibles sur le marché. Un des membres de notre collectif PratiqueFAD
avait trouvé une solution magnifique, mais c'était une solution payante. Les frais, c'était pas trop clair. C'était quoi? Est-ce que c'était trop dispendieux? Est-ce que avec notre structure de financement pour le projet, on était capable de gérer le risque qu'une année qu'on n'aurait pas le financement nécessaire pour payer la licence? Il y avait toutes ces pensées-là, toute cette réflexion à faire. Il y avait aussi la connaissance du potentiel pédagogique. Comme Kim a mentionné, on était tous en mode apprentissage dès la première phase, donc on ne voulait pas manquer cette opportunité de vraiment bien faire notre prototype et le projet. Je vais peut-être dire que la formation des enseignants, on sait que c'est très, très difficile. Les enseignants sont très, très sollicités en ce moment. Pendant toute la période qu'on travaillait, en fait, c'est toujours difficile pour les enseignants de trouver du temps pour se perfectionner. Donc, on voulait vraiment assurer que notre intervention pédagogique ou notre intervention de formation plutôt, c'était court et concis et direct au but, comme on dit en bon québécois. Bon, j'ai déjà abordé le coût des technologies. Puis pour nous, c'était incontournable d'avoir une approche durable, d'assurer que tout ce qu'on créait dans le projet, c'était possible de prendre ça puis courir avec, même s'il n'y avait pas de subvention dans les années futures pour le projet. On peut procéder, Kim. Puis je voulais juste, peut-être j'ai manqué une petite affaire dans l'autre diapo en termes de formation des enseignants. Apprendre un nouvel outil, c'est toujours une contrainte aussi. On n'a pas toujours le temps d'apprendre des nouvelles affaires. Ça peut être intimidant de regarder toutes sortes de nouvelles technologies pour développer l'apprentissage. Donc, on a eu ça en tête aussi quand on a fait des choix de production. On a eu l'aide de Éric Michel, qui est non seulement conseiller pédagogique, mais graphiste au Cégep de Trois-Rivières, pour concevoir des maquettes pour le projet, pour le prototype. Puis on a fait un choix éclairé et réfléchi d'utiliser des technologies familières et reconnues qu'on utilise dans beaucoup d'établissements. Des outils qui sont familiers à beaucoup d'enseignants. Donc, on a choisi d'utiliser la plateforme très répandue Moodle pour héberger le prototype pour le module 1 puis le module 2. On a constaté assez rapidement des limitations de l'application Moodle, l'application mobile de Moodle, qu'on a voulu utiliser au début, mais on n'avait pas l'ensemble des options qu'on voulait pour notre projet. Donc, on a décidé d'utiliser le Moodle classique pour héberger notre prototype. Puis, notre groupe a eu une discussion concernant le mode portrait par rapport au mode paysage. Ça a suscité un grand débat. J'ai été très réticent de développer au début une vidéo en mode portrait, mais on m'informe que les jeunes, c'est comme ça qu'ils regardent leur cellulaire en mode portrait et ne tournent pas nécessairement toujours pour regarder des vidéos. Donc, on a utilisé PowerPoint pour créer des maquettes, puis avec cette information technique, 608 pixels par 1080 pixels, ou une largeur de 19,05 cm et une hauteur de 33 cm, presque 34 cm. Si je peux ajouter, Ryan, aussi, oui. Je me souviens aussi au niveau du choix Moodle, là, on avait effectivement exploré plusieurs applications, comme tu as dit tantôt, là, entreprises là, qui nous auraient donné accès à une formule très wow, là, pour vrai, mais pour nous, financièrement, selon la formule du collectif PratiqueFAD, c'était impossible, mais aussi, à un moment donné, on a dû faire un pas en arrière en se disant toujours, ben c'est qui nos apprenants? Ah ben oui, OK, c'est des gens qui sont tout comme nous, pas nécessairement, qui commencent à utiliser le M-apprentissage, qui veulent l'utiliser,
Donc, on s'est dit, ben, il faut aussi s'approprier, parler à ces personnes-là. Parce qu'au début, on n'était pas chaud à utiliser le Moodle parce que justement, on utilisait le Moodle qui est responsive sur le mobile, mais ce n'était pas une appli. On voulait prêcher pour ce qu'on était en train de développer. Mais en même temps, on s'est dit, ben eux, ce qu'ils veulent, c'est apprendre à l'utiliser. Donc, ils ne veulent pas nécessairement avoir un wow en consultant nos modules, mais ils veulent surtout avoir, ah ben moi, je veux l'implanter, par où je commence. Donc, toutes les étapes qu'on a eues ou ce qu'on a dû faire deux, trois pas en arrière, je pense que c'est des choses qui doivent se faire dans un processus comme ça, que si vous vous lancez là-dedans dans votre établissement, vous aurez aussi souvent à faire des pas en avant, puis il ne faut pas hésiter à un moment donné à faire un pas en arrière, puis à se questionner pourquoi c'est vraiment nécessaire que ça soit vraiment les gros feux d'artifice. Je voulais juste ajouter ça. Merci. Puis c'est sûr que ces outils-là, ils sont souvent clés en main, mais on doit s'interroger à la possibilité pour toutes les personnes d'avoir des licences pour ces outils. Dans mon expérience, normalement, il y a une petite gang qui a les licences parce que ça coûte cher. Puis là, on a décidé d'adopter des outils que tout le monde peut avoir accès facilement à ces outils. Bon, l'autre technologie qu'on a décidé d'utiliser pour une couche d'interactivité, c'est le système H5P. H5P, en fait, si vous visitez h5p.org, vous allez voir, c'est une série d'exercices interactifs qui sont programmés en HTML5, qui sont adaptatifs ou responsive, comme on dit en anglais. Puis H5P a des plus utils qui s'intègrent étroitement avec Moodle, WordPress, Drupal et d'autres environnements numériques d'apprentissage. On a eu une instance d'H5P installée avec notre Moodle de projet PratiqueFAD. Et on a fait des tests au mois de novembre, puis on a trouvé que c'était intéressant pour poursuivre nos tests. Et on a décidé de vraiment faire nos prototypes pour le module 1 avec cette technologie-là, surtout avec l'exercice qui s'appelle vidéo interactive. C'est ça. Puis on laisse quand même la porte ouverte à la possibilité d'explorer d'autres technologies dans les phases ultérieures du projet. Mais comme Kim a mentionné, on voulait vraiment qu'il y ait un genre de niveau de confort pour notre public cible, ces gens qui vont suivre les formations qu'on prépare pour ne pas leur faire peur parce qu'ils vont utiliser des outils qu'ils connaissent déjà. Mais c'est ça, on va explorer d'autres outils un peu plus tard. On peut procéder, je pense, à la prochaine diapo. Donc, juste avant de lancer le prototype, la prochaine diapo, Kim. J'ai déjà mentionné que les vidéos ont été conçues avec PowerPoint. En fait, on a tout préparé le contenu en PowerPoint, puis on a exporté vers des vidéos MP4. Vous allez voir, on a fait une narration de base avec une technologie text-to-speech dans l'info nuagique. Notre voix robot, ça s'appelle Céline, je crois. Vous allez entendre Céline dans un instant. Et c'est hébergé dans une instance Moodle avec le logiciel H5P déjà installé. En termes de points d'amélioration, il y a déjà des choses qu'on a constatées qu'on veut améliorer. Une, c'est la navigation au sein de ces vidéos interactives-là, peut-être avec des signets pour des moments précis dans les capsules. Il y a aussi, on a constaté quand on met les vidéos en H5P, un petit bruit qui s'ajoute, qui affecte la qualité sonore de la piste audio. Donc, on est en train d'essayer de trouver une solution pour ça. Et un autre constat, c'est que c'est un défi d'assurer qu'on respecte le 2 à 5 minutes dans nos capsules, parce qu'on a beaucoup de choses à dire sur le micro-apprentissage puis l'apprentissage mobile, mais il faut qu'on soit, comment est-ce que je peux dire ça? Il faut qu'on soit cohérent avec ce qu'on dit. On dit que c'est 2 à 5 minutes, mais notre première capsule était de 8 minutes. Mais on ne va pas vous faire écouter celle-là, on va vous faire écouter un plus court extrait.
Après ça, il y a aussi la partie adaptivité ou l'aspect responsif du prototype. On veut voir comment on peut avoir un prototype qui est responsive quand on a vraiment figé le format de vidéo en mode portrait. Donc, on va faire des essais là-dessus. Donc, sans plus tarder, si tu veux arrêter le partage, Kim, je vais faire le partage pendant du que tu prototype. t'installes, je vais mentionner aussi qu'on voulait au départ là, lancer 3 prototypes, mais il y a un vilain virus qui est venu un peu contrecarrer nos plans. Et comme on était tous des ressources en formation à distance, ben, on a été comme depuis le 13 mars ultra occupés, donc ça a mis un peu de retard aussi dans notre projet. Là. Oui, exactement. Donc, je pars ça. C'est une vidéo d'à peu près 3 minutes que je vais vous faire écouter. Je vais juste optimiser. Oui, tout est beau. Donc, je lance ça. Unité 3. Explorer les outils technologiques du M-apprentissage en fonction du besoin pédagogique. À la suite de cette unité, vous pourrez sélectionner les outils technologiques en fonction d'un besoin pédagogique. La durée estimée de l'unité est de 5 minutes. Avant de débuter, testez vos connaissances. Plusieurs applications mobiles pourraient servir comme outil pédagogique pour le M-apprentissage. Glissez le nom de l'application mobile vers la bonne catégorie de logiciels. Présenter les options du M-apprentissage. Lorsqu'il est question du contenu lui-même, il est important dès les débuts de son élaboration de connaître les possibilités offertes par le M-apprentissage. Un grand nombre d'outils, de formats ou d'activités pédagogiques peuvent s'insérer dans un parcours d'apprentissage. Sélectionnez les outils technologiques en fonction du besoin pédagogique. Il existe également un grand nombre d'applications mobiles qui ont été conçues à des fins pédagogiques. Elles peuvent servir aux leçons, aux exercices sous auto-évaluation, sous forme de quiz. Par exemple, à la recherche d'informations ou la mise en pratique des habiletés. L'enseignant pourra utiliser des logiciels collaboratifs, dont plusieurs sont aujourd'hui gratuits, pour créer un contenu interactif et stimulant. Par exemple, les documents collaboratifs, comme Framapad, fournissent un environnement partagé où tous les participants peuvent contribuer et s'entraider. Voici quelques exemples d'outils. Pour augmenter le sentiment d'appartenance à un groupe. Pour valider la compréhension. Pour réviser la matière avant un examen. Pour rédiger un journal collaboratif. Pour faire l'édition des vidéos pédagogiques. Pour ajouter de l'interactivité. Testez vos connaissances. En fonction du besoin pédagogique cité, définissez si l'outil technologique choisi est adéquat. Fin de l'unité 3. Vous êtes maintenant en mesure d'associer un outil technologique en fonction d'un besoin pédagogique. Bon, ça fait le tour de notre prototype. On peut réafficher le PowerPoint, Kim. Merci. Je pense qu'on peut procéder. On ne t'entend pas. Je suis muette, hein? Je t'ai oui. On entend bien le petit bruit là, que tu parlais tantôt H5P avec la narration numérique. Là, on comprend que c'est pas une narration, c'est pas une personne, ben c'est Céline en fait. Attends un peu, je m'en vais à l'autre page.
Oui, donc ça, c'est l'unité 3. Puis aussi, je voulais juste revenir avant, là, quand on a sorti là, les 4 modules, la structure qu'on a toute granulée, on a fait appel aussi à un spécialiste de contenu là, qui nous a aidés là, pour vraiment là, diviser là, chaque module en unités. Donc, comme on mentionnait, chaque module a à peu près 5 à 6 unités, une unité étant un grain pédagogique. Donc là, c'était je pense, l'unité 3 du module 1, hein, Ryan, que tu nous as montré. Oui, c'est ça. Oui. Donc, le module 1 était comprendre le M-apprentissage. Donc, on vous a présenté le prototype de l'unité 3. Donc, on a quelques prototypes de fait pour ces unités-là. Pour la suite du projet, en fait, 2020-2021, ben là, on a reçu là, tout dernièrement là, les réponses au niveau du RCCFC, les subventions. Donc, c'est sûr qu'on avait aussi comme projet de développer là, une appli PratiqueFAD où on pourrait vraiment aller déposer nos formations sur cette application mobile-là. Et on avait aussi un projet là, de travailler en collaboration avec un groupe d'étudiants là, du CCNB qui était dans un programme en développement d'applications mobiles. Donc, on voulait là, en 2020-2021, évidemment, mettre en ligne tous les modules et unités finales là, sur le Moodle qu'on avait avec la narration, la vraie narration finalement. Puis aussi finaliser là, tous les petits problèmes techniques qu'on avait perçus. Là, c'est sûr qu'on a des contraintes aussi au niveau des subventions. Donc, jusqu'où on pourra aller en 2020-2021, présentement, on l'a su comme la semaine dernière. Donc, oui, on a reçu des subventions, mais il y a peut-être des choses qu'on devra laisser tomber. Quoi qu'il en soit, pour nous, c'est sûr que les 4 modules, le contenu est là, le contenu, on l'a, le contenu est développé. Il nous reste juste à le mettre en ligne comme le prototype qu'on vient de voir avec Ryan. Donc, ça va être fait en 2020-2021. Et tout au courant de l'année, on tentera, là, évidemment, pour nous, c'est très important. On trouvait ça très pertinent parce qu'on veut PratiqueFAD développer d'autres formations et avoir un appli mobile PratiqueFAD là, qui pourrait être développé avec un groupe d'étudiants. On trouvait ça intéressant. Donc, il faudra dans la prochaine année, là, à la hauteur des subventions qu'on a reçues, se questionner là, sur cette option-là. Puis évidemment, quand on aura fait le tour du M-apprentissage, bien, on cherchera évidemment un autre sujet parce que pour nous, là, c'est PratiqueFAD, c'est à long terme. Donc, c'est sûr qu'on a tous la volonté de le faire vivre. Alors, c'est ce qui s'en vient pour la suite. Kim, si tu me oui, vas-y, permets, Ryan. Ouais. c'est juste de dire qu'un des aspects de l'application PratiqueFAD, c'est qu'on veut libérer un petit peu le contenu de Moodle pour que ce soit un peu plus en libre accès sans avoir la contrainte de s'enregistrer pour avoir un compte d'utilisateur sur notre plateforme. Et l'idée, c'est que cette application PratiqueFAD, ça sera dans l'App Store puis dans Google Play pour qu'on puisse le télécharger. Et avec une adresse courriel institutionnelle, la personne aura un compte. Ça sera plus facile d'accéder au contenu qu'on développe. Merci. Oui, puis c'est pas non plus exclu que la formation, pour bien commencer en formation à distance, puisse aussi se retrouver éventuellement sur cette appli-là, puis les futures là, formations qu'on pourrait développer sur d'autres sujets. Donc, Ryan, Robert, on a fait ça comme des vrais chefs, on est arrivé dans le temps, c'est rare que ça m'arrive. Donc, on serait rendu à la période de questions. Moi, j'ai trouvé ça spectaculaire. C'est très, très riche comme présentation. Je vous remercie. J'aimerais que le réseau puisse se diriger vers ce type de recherche appliquée qui retourne au réseau un paquet de pratiques exemplaires et de constats de recherche. Alors, sans plus tarder, je vais ouvrir la période de questions à tout le monde. Gênez-vous pas, prenez votre micro et posez des questions que vous avez. C'est sûr aussi qu'on tient toujours l'équipe à bout de bras. Là, on le dit souvent, ce projet-là. Là. Il n'y a personne dans l'équipe PratiqueFAD qui a un temps enlevé ou des dossiers à enlever pour pouvoir faire avancer PratiqueFAD. Donc ça, c'est... Des fois, on a des grands projets. Là. Comme je vous dis, on a des expertises très complémentaires, mais on tient ça là, vraiment à bout de bras. Là. Puis, mais on a une belle collaboration. Là. On le dit à chaque fois qu'on nous questionne là-dessus. Là. Moi, je suis rendu à penser que Kim a 2 sœurs jumelles pour faire tout ce travail-là.
Mais c'est ça. Peut-être on peut arrêter le partage, Kim. Oui. Ouais. J'aimerais bien avoir des sœurs jumelles, mais non. Alors, question. Peut-être pour lancer le bal, pour ma part, j'aimerais ça te demander, pouvez-vous préciser d'abord si les ressources qui sont développées sont, partagées, librement aussi comme, parce que c'est monté dans Moodle qui est une plateforme ouverte, donc les contenus que vous développez, est-ce qu'ils sont, partagés, librement dans un répertoire d'objets d'apprentissage? Et l'autre chose aussi, c'est, avez-vous remarqué des différences entre les différentes plateformes? J'entends par là les, différence de téléphone cellulaire entre les systèmes d'exploitation iPhone et les autres? Je peux peut-être répondre à la portion libre, puis Ryan, je te laisse pour la portion technique. Effectivement, là, Parfait. en fait, un des mandats que la RCC donne quand ils financent des projets comme ça, c'est justement que les ressources soient libres et gratuites pour le réseau puisse en profiter. Donc, sur praticfad.ca, on rédige des articles aussi là, sur différents sujets selon ce qu'on est en train de travailler. Puis, toute la bibliographie, la première phase des lectures, tous les liens ont été, tous les titres ont été classés selon les thèmes. Puis, les formations, effectivement, sur Moodle, c'est aussi gratuit là, à la manière d'un MOOC. On s'inscrit, c'est libre, il y a personne en arrière de ça qui a à vous envoyer un mot de passe ou quoi que ce soit, c'est de l'auto-inscription. Ouais. Donc, juste peut-être une petite précision. Toutes les formations offertes par le collectif PratiqueFad sont gratuites, mais ils ne sont pas en liberté en tant que tels. Ils sont hébergés sur un site parce qu'on a quand même des réductions de compte à faire au RCCFC pour parler de comment on utilise, combien de personnes l'utilisent. Puis quand c'est en libre accès, c'est un peu plus compliqué de faire cette analyse-là, mais je confirme que tout est gratuit. Pour le deuxième volet, la question concernant la technologie, en fait, le choix d'H5P, c'est justement parce que c'est HTML5, puis ça devrait être pris en charge par toutes les plateformes. Cela dit, et aussi le fait qu'on a fait des vidéos interactives dans Moodle avec H5P, les vidéos, c'est n'importe quel système d'exploitation, même Linux, qui peut lire ces vidéos, Android, iOS, Windows, name it, ils sont tous capables de prendre en charge les vidéos. Et l'HTML5, normalement, ça fonctionne à merveille. Cela dit, on a constaté qu'il y a des légères différences selon le navigateur qu'on utilise quand on lance H5P. À titre d'exemple, Android, quand on lance les trucs interactifs en H5P, au lieu d'afficher la question, comme on a vu dans la vidéo, ça affiche un petit bouton que tu es censé de cliquer pour ouvrir l'exercice. Donc, c'est des petites anomalies comme ça qu'on est en train de voir comment on peut contourner pour avoir une expérience univoque à travers toutes les plateformes. Voilà. J'ai vu qu'il y avait une question dans le clavardage au niveau des granules pédagogiques. On aurait pu, j'avoue, l'ajouter. Mais si on regarde, par exemple, j'ai ouvert notre document de travail. Si on regarde le module 1 qui est comprendre le M-apprentissage, mais dans le fond, il va vraiment en linéaire. La ligne, c'est définir le M-apprentissage, comprendre les principes, explorer les outils technologiques, expliquer les formats de contenu, distinguer les activités, puis c'est quoi les défis et les solutions. Et pour ça, c'est comme les 6 unités du module 1. Et sur chaque unité, dans le fond, c'est divisé aussi en petites granules. On commence tout le temps par un pré-test. Donc, chacune de nos unités va avoir un pré-test où l'apprenant va tester sa connaissance. Donc, si je prends par exemple l'unité 1 qui est définir le M-apprentissage, au début, on définit le micro, un peu comme j'ai fait aujourd'hui. On définit le mobile apprentissage. Ensuite, on explique la symbiose des deux, le M-apprentissage, et à la fin, un post-test qu'on appelle, qui vient en fait, l'apprenant peut comparer avec son pré-test versus son post-test, et tout ça dure à peu près 2-3 minutes, pas plus. On regarde l'unité 2, comprendre les principes directeurs.
mais on a le pré-test toujours, présenter les principes, les appliquer, les expliquer, puis on a un post-test. Donc, c'est toujours comme ça. Notre structure pour les 4 modules vont être faits comme ça. L'autre, c'est le fait qu'il n'y a pas de patron au niveau de l'équipe concernant la coordination. Elle s'effectue comment? J'aurais envie de passer la balle au bord à Ryan là-dessus. Mais c'est ça. Si on dérape, Kim nous regarde de façon intense, puis on se rallie autour de notre patronne qui pas vraiment notre patronne, là, mais non, normalement, ça se passe bien. Mais comme Kim dit, le gros défi, c'est qu'on c'est pas notre core business. On fait ça un peu avec le temps qu'on a pour avancer les choses. C'est ça le plus grand défi. Surtout depuis le mi-mars, on est très sollicité pour d'autres projets pour soutenir les enseignants. Donc, c'est ça. Mais le fait de ne pas avoir un patron impliqué directement dans le projet, ça ne nous a pas nécessairement nui. Puis comme on est des bons scouts tous, puis on rend la marchandise, on n'est pas trop souvent ramassé. Donc, je vous dirais que moi, je n'ai pas souvent à faire des gros yeux. Là. Mon rôle est plus dans la reddition de comptes puis dans organiser les rencontres. Là. Avant, c'était un collègue à Ryan au Cégep à distance qui le faisait. Puis comme je vous dis, on est vraiment dans une gouvernance collaborative. Puis rapidement, au fil des années, on a su cibler les expertises de chacune qui sont excessivement complémentaires. Donc, naturellement, on va se revirer vers Ryan pour quelque chose, pas vers moi, vers Daniel. Donc, ça s'est placé tout seul. Le seul patron qu'on a, je pense, c'est le RCCFC, qu'on a des comptes à leur rendre. Pour moi, c'est vraiment plus ça. Ouais. On a une question de M. Nguessan en Côte d'Ivoire qui demande, dans un tel projet, entre la conception de contenu et la phase de conception technologique, quelle est l'étape qui prend plus de temps et qui est la plus difficile? La conception. C'est vraiment la conception. Je vais commencer, puis je vais laisser Kim compléter. C'est nouveau. On a fait beaucoup de recherches, d'essayer de mettre un ordre dans tout ce contenu-là qui est logique, qui facilite l'apprentissage. Et avec le défi supplémentaire d'avoir des granules de 2 à 5 minutes pour chaque morceau. Je dirais que c'est vraiment la conception. Puis je pense que Kim peut témoigner pour la partie intégration. Une fois qu'on a eu des choses finales, c'était assez rapide. Oui, c'est ça exactement. Puis comparativement aux 3 premières phases où on était dans comme la base de la formation à distance, où on était tous on connaissait tous déjà bien le sujet. Là, on travaille avec un sujet que nous-mêmes, on s'approprie en même temps. Donc, c'est vraiment tout un défi là, pour nous. Puis quand on conçoit la conception pédagogique et tout ça, c'est de se demander, moi, est-ce que c'est ça que je veux savoir? Oui, c'est ça que j'ai besoin de connaître. Donc, c'est d'être l'apprenant et le développeur en même temps. Là, c'est vraiment quelque chose. Mais effectivement, la conception est toujours puis je pense, en tout cas, vous êtes tous des spécialistes aussi, là, mais dans tous les projets, tout ce qui est la phase de conception, c'est souvent la plus longue. Après, l'intégration, un coup que toutes les idées sont placées et structurées, que les choix technologiques ont été faits, on dirait que la roue roule beaucoup plus facilement. Là. Merci. Marcel Parr demande, elle dit, vous avez nommé l'apprentissage non linéaire et aussi l'assemblage linéaire des granules. Pouvez-vous préciser, elle pense que peut-être le non linéaire, elle demande si c'est dans l'usage que les apprenants en font, soit le choix non linéaire d'un module ou de l'autre. Oui, je voyais Ryan qui hochait. Tu peux y aller si tu veux, mais je pense qu'on avait la même opinion là-dessus. On en a même parlé ce matin, il me semble. Oui, c'est ça. En fait, comme on a vu un peu dans le prototype à la fin, il y avait une question sur si une formation, comme par exemple si le M-apprentissage est une bonne solution pour le développement d'une compétence complète. Puis on a dit que ce n'est pas adéquat normalement. L'intention, ce n'est pas de remplacer la formation traditionnelle. On regarde plus la possibilité d'avoir une formation juste à temps. Puis la juste à temps fait en sorte que des fois,
l'étudiant peut décider de choisir un peu comme un buffet les choses qui sont le plus pertinentes selon le moment, l'apprentissage ou selon le besoin de l'apprenant. Puis l'idée, notre défi, c'est d'avoir quelque chose qui est cohérent et ordonné, qu'une personne peut suivre de A à Z les formations, puis avoir quelque chose de valable à la fin en termes de développement d'une habilité ou une partie d'une compétence. Mais c'est de ne pas limiter la personne de vraiment suivre notre recette de A à Z. Donc, ils peuvent piger un petit peu dans la recette pour les ingrédients dont ils ont besoin au moment opportun. Donc, est-ce que ça répond, Kim, tu penses? Oui, super. Puis Marcel a fait un pouce dans les airs. Donc, Très ça bien. répondait à sa question, oui. On a une question de M. Méry qui demande si la formation est déjà accessible dans sa totalité. J'ai mis l'adresse du site Pratique FAD en réponse et je vous laisse compléter. Et aussi de la part de Mme Rockdy, elle demande quels sont les types de pédagogie qu'on peut favoriser et utiliser pour ce type d'apprentissage. Ça, c'est une bonne question. Pour la totalité, non, présentement, là, comme j'ai mentionné tantôt, on souhaitait, là, on avait comme objectif au départ de les modules 1 et 2, soit toutes les unités prototypes soient déposées sur le Moodle du PratiqueFAD. Malheureusement, là, comme je disais, depuis la mi-mars, on a été très, 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 très sollicité, tout le collectif, dans nos tâches respectives. Donc, on n'a pas été en mesure de le faire. Toutefois, Ryan, si je ne me trompe pas, le module 1 est disponible ou le sera du moins à très court terme. Hein? Oui, je pense que l'idée, ce sera de nous contacter, puis on peut offrir un accès privilégié à certaines personnes qui sont d'accord de nous donner un peu de rétroaction sur ce qu'on a actuellement développé. Ça serait bien. Effectivement, là, s'il y en a, c'est une bonne idée, Ryan, là, de la rétroaction, des commentaires, là, ça nous intéresse beaucoup, toujours en tenant compte que c'est un prototype et que Céline ne prend pas beaucoup de respiration lorsqu'elle parle. C'est ça. Et quels sont les types de pédagogie qu'on peut favoriser et utiliser pour ce type d'apprentissage, d'après vous? Mais c'est ça, il y a plusieurs contextes où le même apprentissage pourrait être pertinent. Comme Kim a dit dans sa présentation, ça peut être pertinent comme une couche supplémentaire dans l'enseignement en classe pour avoir un peu plus d'apprentissage actif de la part des apprenants. On peut confier une tâche, puis là, ils vont apprendre des petites choses, puis mettre ça en application tout de suite. Ça pourrait être pertinent d'avoir ça pour la révision avant une évaluation, mais je sais pas si je serais en mesure de nommer des types de pédagogie, mais je donne des contextes dans lesquels ça pourrait être pertinent d'utiliser cette forme d'apprentissage. Et c'est sûr que le milieu de stage, tout de suite, c'était une des choses qu'on a vues. Oui, c'est vraiment dans les techniques, quand c'est le moment ultime de vraiment opérer un outil, faire une procédure dans les soins infirmiers ou d'autres choses, qu'on pourrait appeler ça sur son cell pour vraiment faire une révision rapide puis passer à l'action. Ça peut vraiment dédramatiser la situation pour l'apprenant parce qu'ils ont pris le temps de se rafraîchir la mémoire. Oui, c'est vrai que dans tout ce qu'on a vu là, au niveau des stages, ça devenait vraiment un appui à l'étudiant qui se retrouve en fait sur le terrain et non plus dans la salle de classe. Puis c'est sûr que ce qu'on voit aussi là, beaucoup en entreprise, là, nous, on voulait vraiment l'aborder au niveau de programmes, établissements scolaires, mais au niveau des entreprises, il y a beaucoup au niveau d'aide à la tâche. Là. Donc, un technicien là, qui oui, peut-être un nouvel appareil qui a été formé pendant une journée et ensuite, après, tout de suite, il travaille avec le nouvel appareil. Il peut vraiment être un aide à la tâche avec son cellulaire. Puis aussi sur la classe inversée, comme dit Brigitte dans le clavardage, oui, effectivement, là, ça peut être... moi, j'aurais tendance à dire dans mon monde de licorne que ça peut s'appliquer dans tous les types de pédagogie, mais que ce soit bien conçu dès le départ et que ça réponde vraiment aux besoins. Donc, c'est ça. Puis, un article que j'ai lu pendant la période de révision de toute la documentation,
J'ai vu un article sur le milieu de la construction qui était fascinant. Apparemment, on a vraiment la difficulté à faire respecter certaines normes par les entrepreneurs puis les travailleurs de la construction. Puis les asseoir dans une classe pour leur dire « vous allez faire comme ci, vous allez faire comme ça », c'est pas leur culture, mais ils utilisent leur cellulaire dans toutes sortes d'aspects pour mesurer, pour faire toutes sortes de choses sur les chantiers. S'ils ont un micro-apprentissage à faire sur une certaine façon d'installer un tel équipement, là, ils vont être moins gênés d'aller consulter leur cellulaire comme ça. Donc, je dirais, pour la formation continue, il y a plein d'applications aussi. Puis c'est vrai que je voulais dire aussi que dans le contexte actuel, là, moi, ce que je vois présentement au collège, c'est que beaucoup d'étudiants se sont dépannés là, avec leur cellulaire là, pour avoir accès à leur formation. Donc, quand je pense à Brigitte qui pose une question sur la classe inversée, ben oui, dans un contexte où les étudiants étaient peut-être requis sur le marché du travail, pourraient sur une heure de dîner là, aller écouter sur son cellulaire 2-3 courtes capsules et ensuite pouvoir aller répondre à un quiz de l'enseignant, là, une évaluation. Donc, moi, j'ai vu des belles réussites présentement. Puis, je souligne aussi que dans les consultations qu'on a faites auprès des enseignants, plusieurs utilisent le M-apprentissage, mais l'ignorent, tout simplement. Oui, c'est vrai. Et beaucoup aussi sont disponibles, mais ce n'est pas conçu pour être responsive mobile. Donc, ça, c'est l'autre enjeu aussi qu'on a vu. Beaucoup vont développer du contenu en disant, vous pouvez l'écouter sur le mobile, mais malheureusement, c'est pas un PDF, là, ça se lit très mal sur un cellulaire. Donc, il y a cet enjeu-là aussi au niveau là, de l'utilisation du apprentissage pour les enseignants. Ça va être de les amener à penser le développement de leur contenu aussi de manière à ce que ça soit visible sur un petit écran. Ouais. Puis sur la citation de Mme Vaufré sur les tapas, là, comme on a dit, le M-apprentissage, ça ne remplace pas la formation traditionnelle. Non. Et la tapas, là, on en veut toujours plus. Hein? Donc, voilà. Et le micro-apprentissage, ça peut être, le M-apprentissage, ça peut être la même chose. Ouais. Bravo d'avoir saisi cette balle au bon, Monsieur Moon. J'allais justement l'utiliser, mais je ne pensais pas que j'allais le faire aussi bien que vous. Vous avez été tous les deux spectaculaires. C'était très enrichissant. Je vous remercie tout le monde. Je remercie tout le monde qui était là. On va vous envoyer tout le compte rendu de réunion après et on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Bonne journée. Bye bye. Au revoir, merci.